Chers amis de la toile et des tableaux de maths, salutations respectueuses. Puisse l'œil de Caïssa éclairer votre jeu. Avant tout, plutôt que tout de suite, chers vétérans à la valétudinaire vanité versant dans les erreurs échiquéennes les plus irréversibles, chers mirliflores gavés de bullets nakamouresques à la provocante logorée, échéquistes de tous les pays, abonnez-siens, abonnez-vous, avec le pouce en l'air s'il vous plaît, pour lequel je n'aurai d'autres gros mots que grand merci. Excellent visionnage à toutes et à tous. Nous sommes à la 7e partie et à 2 rondes de la fin de la finale des candidats le 19 octobre 1971. Robert James Fischer, amoureux du noble jeu depuis que sa grande sœur Joanne lui a acheté petit un jeu d'échecs, affronte aujourd'hui l'ultime obstacle pétrosien pour s'arroger le droit de disputer le match de sa vie qu'il remportera effectivement l'année suivante face au soviétique Boris Spassky. Fischer a écrasé la même année Mark Taimanov et Ben Larsen sur les scores sensationnels de 6-0 chacun, remporté en 1963-1964 le championnat des États-Unis toutes catégories confondues sur le score parfait de 11 points sur 11 possible, s'est fait connaître du monde des échecs après que sa partie contre Donald Byrne en 1956 ait fait le tour du monde et bien d'autres choses encore. Dans cette position, issue d'une défense sicilienne, les blancs, c'est-à-dire Fischer, sont au trait. Le 21e et dernier coup joué par Petrosian est fou d7. Ma première question simple pour vous est la suivante. Dans cette position, vous avez les blancs. Que faites-vous ? Si vous désirez chercher et trouver le coup joué par Bobby Fischer, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et je vous dis à tout de suite. Alors, si la question était et est simple, la réponse ne l'est pour autant pas, car le coup joué par Fischer, cavalier prend d7 échec, est tout sauf intuitif, à tel point qu'il a choqué les commentateurs lorsqu'ils ont vu ce coup joué sur l'échiquier. Alors, si on revient un peu avant, ceux-ci, durant la partie, s'attendaient à quelque chose comme A4, empêchant fou B5, dans l'espoir d'échanger le fou inactif des noirs contre la pièce très active des blancs en D3. Une autre idée des noirs d'avoir joué fou D7 pourrait être de transférer ce fou sur C6, protégeant le pion faible isolé en D5 et faire suivre par cavalier D7 qui viendrait s'en prendre à la tour des blancs en E5 avec l'idée, l'espoir d'échanger le puissant cavalier blanc indélogeable sur C5. Mais Fischer ne lui en a pas laissé le temps et a pris les devants en jouant cavalier prend D7 échec. Alors, avant de poursuivre la partie, il nous faut comme d'habitude nous pencher sur les facteurs positionnels et bien sûr les comprendre. Les blancs peuvent se targuer d'avoir un premier avantage d'ordre structurel, c'est-à-dire qu'ils ont 2 îlots de pions contre 3 pour les noirs. Donc un îlot de pions, qu'est-ce que c'est ? C'est un pion ou un ensemble de pions présents sur une zone géographique donnée de l'échiquier. Donc vous voyez que les noirs, ils ont un îlot de pions en A6, un deuxième en D5 et un troisième sous la forme de ces 3 pions. Donc ils ont 3 îlots de pions. Les blancs, comme je l'ai dit, ils en ont 2, un à l'aile roi et l'autre à l'aile dame. Et en même temps, on peut voir quoi ? Que les blancs, ils ont ce qu'on appelle une majorité de pions sur l'aile dame. 2 pions contre 1. C'est-à-dire que s'il y a des échanges de pions sur cette partie de l'échiquier, les blancs auront un pion passé, éloigné du roi noir, et ils feront tout pour pousser ce pion le plus rapidement possible à promotion. J'ajoute que plus vous avez d'îlots de pions, plus vos pions sont susceptibles d'être seuls, on appelle ça isolé, plus votre structure est susceptible d'être faible. C'est logique. Pour ce qui est des pièces, on comprend aisément que ce sont celles de Fischer qui sont les plus actives. L'inexpugnable cavalier, par exemple, est placé sur un fort avant-poste en C5. Alors un avant-poste, qu'est-ce que c'est ? C'est une case avancée dans le camp adverse sur laquelle on aime bien installer une de nos pièces, surtout légère, surtout les cavaliers, ça tombe bien. La tour en E5 est très forte puisque placée également sur un avant-poste et sur une colonne ouverte, c'est-à-dire une colonne sur laquelle ne se trouve aucun pion.
ni ami, ni adverse, de telle manière que la tour a tout loisir pour manœuvrer, pour circuler, rendant ainsi sa puissance augmentée. Enfin, le fou D3 des blancs, de quoi se rend-on compte? Eh bien, il tape des deux côtés de l'échiquier et la majeure partie des pions noirs sont placés sur case blanche. Il est donc aisé pour ce fou de les attaquer. La dernière chose qu'il y a à voir, c'est qu'il n'y a finalement que le roi des blancs et la tour blanche sur A1 qui ne prennent pas encore part au combat. Mais ça ne saurait tarder. Les noirs, quant à eux, ont les pièces les moins actives. Les deux tours noires font peine à voir sur A7 et A8. Le roi noir, bien que plus proche du centre que son homologue, est coupé par la tour en E5. Le fou D7 n'est pas actif et même gêné par ses propres pions. Ça fait beaucoup de flèches, mais j'espère que vous vous y retrouvez. Finalement, il n'y a guère que le cavalier qui est posté sur une case naturelle et apte au combat, sur F6, à ceci près que ce dernier est lui aussi rivé à la défense de ses fantassins. Pourtant, Fischer a joué dans la partie le contre-intuitif cavalier prend D7 échec avec une idée toute simple, c'est que après cavalier prend D7, eh bien déjà on perdrait un pion. Je pense que vous êtes d'accord. Mais surtout, après tour prend D7 qui a été joué dans la partie, Fischer va jouer le brillant tour C1 et quitte à avoir donné une pièce active contre une pièce inactive des noirs, eh bien Fischer va faire jouer sa dernière pièce et compter sur l'activité maximale de cette dernière. Vous voyez que la tour est placée sur une colonne ouverte et c'est bien là l'idée de Fischer. Un peu comme si en s'échangeant, entre guillemets, en se sacrifiant, le cavalier avait donné de sa force à la tour des blancs, pas encore en jeu. Alors, il nous faut encore une fois revenir un tout petit peu en arrière. On voit que le cavalier bloquerait la tour sur la colonne ouverte et en même temps, le fou D7 contrôle la case C6. Alors, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Donc, tour prend D7 a été joué. Maintenant, tour C1 et tour D6 de la part de Petrosian. Avec une idée toute simple, imaginez qu'on fasse par exemple le coup cavalier G8. Je fais exprès de jouer un mauvais coup pour vous faire comprendre. L'idée de Fischer, c'est maintenant fou prend A6 gagnant un pion. Puisqu'on ne peut pas jouer tour prend A6, le fou est à bout en raison de tour C8 échec et après tour D8, tour prend D8 échec et mat, le fameux mat du couloir, puisque le roi est coupé et ne peut pas se rendre sur la colonne E. Donc après le coup tour D6 de la part de Petrosian qui vient contrôler et protéger le pion A6 de telle manière que si fou prend A6, tour D prend A6 et il n'y a plus d'intrusion de la tour blanche sur C8. L'idée des blancs, c'est que les noirs ne contrôlent plus la 7e rangée. Les blancs en profitent donc et viennent placer leur tour sur C7, on the 7th rank. Je précise que toute ressemblance avec le nom d'une chaîne YouTube encore méconnue serait fortuite et outrepasserait le cadre de cette vidéo. Maintenant, cavalier D7 de la part de Petrosian afin d'empêcher l'autre tour de se rendre sur E7 puisque maintenant le roi pourrait la capturer tout en attaquant cette tour qui vient se retirer sur E2. L'idée de replier la tour sur E2 est sans doute de la recycler sur C2 d'où elle viendra appuyer sa consoeur sur C7. Les noirs jouent maintenant G6, un petit coup de pion qu'on appelle un louf, avec la volonté manifeste de donner une porte de sortie au roi noir, afin d'éviter ultérieurement tout mat du couloir. Et Fischer, qui était un grand adepte de son prédécesseur Capablanca, n'a pas oublié de s'inspirer de la technique du génial cubain et il va jouer roi F2. Il ne va pas oublier de ramener toutes ses pièces en jeu. Meilleur moyen pour convertir une position déjà gagnante pour lui. Maintenant, qu'est-ce que va faire Petrosian? Il joue H5 pour gagner un peu plus d'espace à l'aile roi. Malheureusement, c'est un peu trop tard et Fischer va jouer l'excellent coup
F4. Il va mettre encore un pion sur case noire pour éviter de bloquer son puissant fou en D3. Et en même temps, il va venir ôter la case E5 pour le cavalier noir afin peut-être de faire manœuvrer sa tour sur la deuxième rangée. Donc on le voit, un jeu profond et ce n'est pas terminé. H4 de la part des noirs qui continue de prendre de l'espace à l'aile roi et roi F3 de la part de Fischer qui continue de monter son roi et qui rend ses pièces de plus en plus actives. F5 maintenant de la part de Petrosian. Alors encore un pion qui reste sur case blanche mais qui limite peut-être effectivement le fou des blancs. Celui-ci ne peut plus venir sur E4, la tour non plus et peut-être qu'on aura des idées de jouer le pion qui viendrait en D4 pour avancer et en tout cas ne plus être sous le feu des pièces blanches. Roi E3 maintenant de la part de Fischer et on va comprendre son coup. Après D4 échec, évidemment Fischer aurait bien aimé jouer son roi en D4 qui s'active de plus en plus, mais Petrosian ne le laisse pas faire, il joue D4 échec, roi D2 et Fischer en fait il vient cacher son roi à l'aile dame et il va peut-être essayer de passer de l'autre côté et soutenir l'avancée de sa majorité de pions à l'aile dame. Cavalier B6 maintenant est joué et Fischer se décide pour l'excellent coup tour E, E7, j'ai envie de dire qui coule de source et nous rentrons vraiment dans le vif du sujet puisque nous voyons que ces deux tours sur la 7e rangée sont excellentes, elles sont très fortes et je crois utile d'appuyer en disant que si deux tours sont sur la 7e rangée ou la deuxième quand il s'agit des tours noirs, elles sont d'autant plus puissantes si le roi est coupé à la bande, de telle manière que ces deux tours peuvent toujours menacer le mat de pièces lourdes de l'escalier. Par exemple, si les blancs avaient deux coups d'affilée à jouer, ils joueraient tour H7 suivi de tour H8, échec et mat. Cavalier D5 est joué par Petrosian qui attaque les deux tours, donc fourchette, mais évidemment Fischer joue tour F7 échec, gagnant du temps puisque le roi est maintenant attaqué. On ne peut pas s'en prendre à la tour en C7. Les noirs jouent roi E8 et tour B7 de la part de Fischer qui garde évidemment la protection sur la tour F7 et cette tour s'enlève de l'attaque du cavalier. Maintenant le plan reste le même, tour H7 suivi de tour H8 échec et mat ou tour G7 suivi de tour G8 échec et mat. Désemparé, Petrosian, dont Botvinnik a dit après la partie qu'il était méconnaissable, a encore joué un coup en s'emparant du pion F4 et menaçant le pion G2, mais après le coup suivant de Fischer qui est fou C4, Petrosian ne trouvant que faire a abandonné puisque l'ordinateur donne presque plus 10 pour les blancs, c'est-à-dire un avantage écrasant et on voit que les deux tours couplés à un roi coupé par ces dernières à la bande sont vraiment très puissantes, menaçant, je le répète, échec et mat de tous les côtés, le mat de pièces lourdes qu'on appelle le mat de l'escalier. Alors par exemple, si on jouait tour C8, tour H7 sacrifiant le fou menace toujours échec et mat, ou si on joue le coup donné par l'ordinateur, donné comme le moins mauvais, et bien tour B, E7 échec, roi D8 et tour prend E6 s'emparerait d'une pièce et donc les blancs seraient évidemment archi gagnants. Cela se passe de commentaires. Donc écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cet exemple vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas bien évidemment de vous abonner et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.